Les grandes chansons ne meurent jamais, bon, comme leur auteur d'ailleurs. C'est pour cela que je vous propose aujourd'hui d'analyser un titre entré au panthéon de la chanson française. Une chanson qui, une fois encore, traverse les générations et nous plonge dans un imaginaire sombre et décadent. Si je vous demande quel est le port le plus célèbre de la chanson française, vous me répondrez Amsterdam de Jacques Brel, bien évidemment. Allez, sans plus attendre, analysons ce chef-d'œuvre de poésie. Port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent, les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Avant d'analyser les paroles, retraçons l'histoire de la chanson. Nous sommes en 1964, lorsque Jacques Brel couche sur le papier les paroles d'Amsterdam. Le poète-chanteur trouve l'inspiration lors d'une promenade à Zeebrugge en Belgique. Un lieu qu'il affectionne particulièrement pour se détendre et fréquenter les bars. On connaît cette affection pour Zeebrugge au travers d'une autre chanson, Mon père disait. En effet, Jacques Brel révèle le propos que son père lui tenait. C'est le vent du Nord qui a fait craquer la terre entre Zeebrugge et l'Angleterre. Mais rien à voir avec Amsterdam, me direz-vous. Alors confronté au dilemme pour trouver des rimes se mariant avec Zeebrugge, il opta finalement pour Amsterdam. C'était une alternative aussi mélodieuse à ses oreilles qu'à celle du public. Dans sa manière coutumière, Brel avait l'habitude de tester ses musiques sur scène avec ses musiciens avant de les enregistrer en studio. Néanmoins, lorsqu'il aborda la chanson Amsterdam, il n'y voyait guère d'importance au point de la reléguer au rang de chanson sacrifiée. En effet, une chanson sacrifiée est un titre qui arrive dès les premières minutes du récital alors que les musiciens et les techniciens effectuent encore les derniers réglages. De plus, au début d'un concert, le public n'est jamais aussi enjoué qu'à la fin. On comprend donc que Brel n'aimait pas vraiment cette chanson. La première représentation était prévue le 16 octobre 1964. Cependant, selon la tradition de l'Olympia, une répétition générale eut lieu la veille dans un théâtre de Versailles, aussi dirigé par Bruno Cocatrix, le directeur de l'Olympia. Et à sa grande surprise, Brel constata que la chanson suscitait un énorme enthousiasme chez le public. Il prit alors la décision de la déplacer en 3e position pour son récital à venir. Lors de la première à l'Olympia, Amsterdam connut un succès retentissant, entraînant les 2000 spectateurs de la salle à une ovation interminable. Les musiciens qui voulaient jouer la prochaine chanson furent contraints de rejouer plusieurs fois les premières notes d'Amsterdam sous un tonnerre d'applaudissements incessants. Le récital fut également diffusé sur Europe 1, ce qui a permis à de millions d'auditeurs de connaître Amsterdam et d'avoir un succès retentissant. Mais pourquoi un tel engouement sur une chanson qui raconte au premier abord la vie ténébreuse de marins sous jusqu'aux oreilles? Eh bien c'est là que je vous propose d'analyser les paroles. Port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants. Mais avant de poursuivre l'analyse, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Alors avant de rentrer à proprement parler dans l'analyse d'Amsterdam de Brel, je vous propose un petit préambule. Oui, il y a autant d'interprétations d'Amsterdam que d'auditeurs amoureux de cette chanson. Autrement dit, on a beaucoup écrit sur cette chanson, on l'a beaucoup commentée et chacun peut avoir sa grille de lecture sur ce chef-d'œuvre. Je ne vais pas vous exposer une analyse universelle d'Amsterdam de Brel, mais plutôt ma grille de lecture. Bien, une fois ceci dit, on remarque que la chanson se divise en 3 temps, ou plutôt 3 scènes. La première, une scène d'exposition dans laquelle on découvre la vie des marins de manière simple, factuelle, presque romanesque. La seconde où Jacques Brel nous décrit un environnement plus psychologique motivé par un événement perturbateur. Et la troisième, une explosion finale de débauche et de réalisme où les paroles sont au service d'un message métaphysique. Alors si vous êtes encore là, rassurez-vous, je vais tout vous expliquer. Ainsi, la première scène nous fait entrer directement dans la chanson. On pourrait simplement se dire que le chanteur belge nous parle de marins se prélassant dans un port. Enfin, se prélasser, c'est un bien grand mot. Pourtant, dans cette première scène, Jacques Brel nous montre de manière métaphorique et poétique l'ambiance de ce port d'Amsterdam. On ne sait pas vraiment ce qui s'y passe, mais on comprend l'ambiance lourde et emplie de tristesse qui y règne. Premièrement, on peut évoquer les rêves qui hantent les marins. Comme vous et moi, vous savez qu'un rêve est quelque chose de beau, qu'on aimerait atteindre. Or là, c'est tout l'inverse. Les rêves ne peuvent pas être réalisés et se transforment progressivement en regrets dans le cœur des marins. Cette atmosphère sombre et emplie de tristesse se confirme également quand Jacques Brel compare les marins à des oriflammes. De fait, une oriflamme était traditionnellement levée lors des grands combats au Moyen-Âge. Le roi de France sortait l'oriflamme de Saint-Denis pour demander la grâce de Dieu lors des combats. Or, quand Jacques Brel nous dit que les marins sont comme des oriflammes qui dorment le long des berges mornes, on comprend que leurs vies sont dépourvues de sens. Autrement dit, que leur existence n'a pas vraiment d'intérêt. Car l'oriflamme, ça doit être levé sur un champ de bataille et non sur une berge morne où il ne se passe rien. Un marin, ça doit voguer sur les océans et non se morfondre dans l'alcool. Il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mornes.
Les marins existent donc, mais ne vivent pas. Et face à ce constat dont les marins semblent avoir conscience, Brel oppose la vie et la mort comme un même cycle dans lequel il ne s'est rien passé. Remarquez le drame de leur existence, qu'ils noient dans l'alcool jusqu'à leur mort. Ils boivent pour oublier la misère et le manque de sens de leur vie. Les enfants naissent eux aussi bercés de rêves inatteignables. On le voit également dans le vers des Langueurs Océanes qui nous dit que dès la naissance, ils sont tristes et mélancoliques. Commencez-vous à comprendre le décor que Jacques Brel nous décrit? Dès le début de la chanson, on comprend finalement que Jacques Brel va nous parler d'autre chose qu'une simple ville portuaire. Et vous commencez même à comprendre qui sont ces marins. Bon, mais ça, on va quand même le garder pour plus tard. Dans la seconde scène, Jacques Brel nous propose un portrait plus psychologique de ces marins. En effet, après avoir décrit leurs conditions générales, il zoome un peu plus sur les rêves qui les hantent. On se met à leur hauteur. Qu'est-ce qui les fait rêver? Qu'est-ce qui leur donne tant de drame et de tristesse? Pourquoi se noie-t-il dans l'alcool? Dans les paroles dignes d'une œuvre surréaliste, Jacques Brel nous explique la vision des marins. Quand il dit qu'ils mangent sur des nappes trop blanches, on comprend qu'ils ne méritent pas de manger là, que leur intérieur est noir et sombre et que la nappe si blanche est trop belle pour eux. C'est le premier élément perturbateur. Si vous voulez, c'est la première fois que Brel nous fait comprendre que les marins sont inadaptés au monde physique. Autrement dit, ils n'ont rien à faire là. Et pour nous faire comprendre le cheminement de pensée et l'opposition entre leur intérieur sombre et la beauté du vivant, Brel passe encore une fois par une métaphore. Ces fameux poissons ruisselants, que veulent-ils dire? Eh bien, je pense qu'il s'agit de la boisson qui remplit peu à peu l'estomac des marins et qui noie de plus en plus leur esprit. Car après l'évocation des poissons ruisselants, les marins commencent à montrer leurs dents, croquer la fortune, défroisser la lune et même bouffer des haubans. C'est une manière très habile pour Jacques Brel de nous dire que les marins s'enivrent et que, remplis d'alcool, ils évoquent leurs désirs cachés au fond de leur âme. Bien sûr, il reste très animal en voulant nous montrer leurs dents, mais qu'importe, ils se livrent. Remarquez le cheminement psychologique. Premièrement, ils veulent croquer la fortune, donc devenir riches ou dans un sens second, avoir de la chance. Pour cela, ils se disent motivés à décroisser la lune, jusqu'à se tuer la tâche à bouffer les haubans de leur bateau et là aussi dans un sens second à se prendre la réalité en pleine tête. On touche là le second élément perturbateur. L'alcool a fait son effet. Les rêves se meurent au profit d'une réalité qui leur arrive en pleine face. Et pour enfoncer le clou, Jacques Brel nous dit qu'après avoir bien bu, les marins se remplissent l'estomac à outrance avec des frites. Nous sommes face à des besoins primaires qui animalisent davantage les marins. C'est la fin de tout espoir. On rentre dans la troisième scène faite de débauche et de malheur. En effet, on rentre dans quelque chose de très cru et de très animal encore une fois. Dans le bruit des chaises qui se déplacent, les marins sortent en refermant leurs braguettes et en rotant. On comprend que leurs espoirs sont morts. Alors pour faire face à la réalité, Jacques Brel nous décrit les marins dépravés. Ils sont dans quelque chose de profondément triste et mauvais, dans les abysses de la condition humaine. Pour reprendre une métaphore marine, ils deviennent des épaves. En effet, ils vont se frotter la panse sur celle d'autres femmes. Autrement dit, ils vont aux prostituées. Ils boivent de la santé des putains d'Amsterdam, d'Hambourg ou d'ailleurs, enfin, ils boivent aux dames. Jacques Brel nous dit qu'ils se battent comme des animaux, ils ne sont plus tout à fait humains, noyés dans l'alcool. Toute la nuit, leur souffrance et leur mal-être intérieur est exorcisé dans les dépravations de la vie. Mais tout ça s'arrête quand l'accordéon expire. Quelle belle métaphore pour dire que l'alcool redescend et qu'ils sont au fond d'un désastre psychologique et existentiel. D'un point de vue métaphysique, Jacques Brel nous décrit les hommes dans leur plus profonde petitesse. Mais non, les marins ne veulent pas retourner à la réalité, ils veulent continuer à oublier ce qu'ils sont vraiment. Pour ce faire, ils continuent de boire et reboire pour prolonger ce sentiment de liberté et de vie. Car oui, l'alcool les plonge dans un sentiment d'existence qui n'est pas réel. Alors, dans les derniers instants de ce chef-d'œuvre de Jacques Brel, on comprend que les marins dessoulent. Au paroxysme de la dépravation humaine, les marins se retrouvent là à contempler leurs rêves, à s'en moquer comme quand ils se mouchent dans les étoiles et à remettre les causes de leur misère sur quelque chose d'encore plus sale pour eux, les femmes infidèles. Quand ils pissent sur ces femmes infidèles, ils se trouvent une excuse à tous leurs malheurs et à leurs conditions. Alors, on comprend qu'Amsterdam de Brel est une chanson sur la condition humaine et sur le malheur des hommes. Le chanteur veut nous décrire l'état des hommes quand ils n'ont plus de rêve, quand ils sont face à la misère et quand ils montrent la part sombre de l'humanité. Ce n'est pas une simple histoire qu'il nous raconte là, mais plutôt une mise en garde. Il nous dit « Regardez ces marins qui ne se donnent pas les moyens pour quelque chose qu'ils rêveraient d'atteindre. La vie est belle, alors pourquoi la noyer d'espoir alcoolisé ?» Car oui, l'alcool est le seul moyen pour ces marins de toucher quelque chose qu'ils n'atteindront jamais, la vie. Vous l'aurez compris, ce ne sont pas des simples marins, c'est tout simplement vous et moi que Jacques Brel décrit.
Enfin, qu'il mette en garde. Et finalement, Amsterdam de Brel est sans aucun doute la chanson la plus métaphysique de la variété française. Alors, que penser de cette chanson? Pour tout vous avouer, j'ai sans cesse repoussé cette analyse. Je ne me sentais absolument pas capable, ni même légitime, d'analyser un tel chef-d'œuvre. Je savais bien qu'Amsterdam n'était pas simplement l'histoire d'un marin dans la célèbre capitale des Pays-Bas. Mais s'attaquer à décortiquer et poser une grille de lecture sur ce texte me faisait presque peur. Dans toutes les chansons que j'ai analysées, Amsterdam est certainement la plus complexe. Car oui, j'aime cette chanson, oui, j'ai chanté à tue-tête des centaines de fois sur le fameux crescendo brélien, mais certainement par humilité, je n'ai jamais eu le courage de l'analyser. Vous l'aurez compris, Amsterdam de Brel est une chanson personnelle. Je suis persuadé que vous n'aurez absolument pas la même analyse que moi. Et c'est ça qui fait de cette chanson une œuvre intemporelle. Un titre qui sera sans aucun doute enseigné dans les écoles et les universités. Car Brel était un poète. Un homme qui, à l'image de Jacques Prévert, a mis la poésie dans la rue. Ainsi, avant de se quitter, j'ai une question dont j'attends la réponse dans les commentaires. Bon, pour être honnête, j'en aurai des dizaines, mais on va s'arrêter sur une seule. Connaissez-vous une autre chanson sur la condition humaine dans la variété française? Je vous laisse méditer tout ça. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube, à activer la cloche, à nous mettre des commentaires, on les lit tous, et à nous suivre sur les autres réseaux, Facebook, Instagram et TikTok. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt sur la 7e. Salut!